Alors, je vais présenter l'ensemble des invités qui sont avec nous. Alexandre Molin, président du domaine SCAP de France, qui est parmi nous. Michael Rescart, qui est le directeur général de l'agence Savant Mont-Blanc. Camille Régoret, qui est directrice de l'association Mountain Riders et donc le label Faucon Vert. Cécile Revol, donc country manager France du groupe Sunweb. Et Freddy Maignan, vice-président de Mountain Wilderness. Alors, on va y aller par étapes. Je pense que l'important, c'est d'abord qu'on échange aussi avec vous. Et comme je l'ai fait depuis hier, vous aurez la parole dans la salle. Vous n'hésitez pas aussi à donner une contribution d'information, des questions à poser. C'est l'objet, évidemment, de ces tables rondes. Tout d'abord, j'aimerais qu'on commence par le commencement. Dans cet hiver 2022-2023, est-ce qu'il y a eu ski bashing ou non? Et qu'est-ce que ça veut dire, le ski bashing? Je me retourne vers Michael Rescart, qui a une cellule veille, une cellule presse, qui permet aussi de faire ces remontées d'informations de la presse française et internationale, avec une question très directe. Est-ce qu'il y a eu cet hiver un ski bashing de la montagne française? Alors bonjour à tous. La question, elle s'est posée, elle se pose aujourd'hui lors de cette table ronde. Et on n'a pas véritablement de chiffres N-1, N-2 pour faire un comparatif. Le sentiment, en tout cas, à l'agence Savant Mont-Blanc, via l'Observatoire et le service presse, c'est qu'on a été confronté à une déferlante, surtout en début de saison, d'articles que moi je ne vais pas appeler ski bashing, mais que je vais appeler des articles défavorables. Comme ça, au moins, on ne jouera pas sur l'ambiguïté du mot bashing. Donc pour nous, oui, on a des chiffres. En tout cas, là, on en a sorti pour la journée. C'est 20% aujourd'hui des articles qui sont sortis entre janvier et mars qui sont dits défavorables. Je ne sais pas si on peut directement avancer. J'y vais, mais ça n'y va pas. Tiens, je te donne le... Voilà, c'est bon là. Alors, on va peut-être commenter quand même ce visuel qui est un peu fort. Non, mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment qui donne la claque. En tout cas, pour la position aujourd'hui qu'on a dans la promotion touristique de nos montagnes, c'est toujours extrêmement... Il m'intéresse ce visuel. Qui donne la claque? J'aimerais qu'on fasse un tour de rôle. Qui donne la claque? Freddy Maignan, vous voyez ce visuel, qui est un peu provocateur, mais c'est bien pour démarrer une table ronde. J'aimerais qu'on reste sur ce visuel-là. Qui a donné la claque à qui? Ça ne me parle pas du tout. Ça ne vous parle pas? Non. Vous avez le droit de dire que... non, mais ouais. je vous le dis, hein, comme ski bashing, d'ailleurs, ça ne me parle pas non plus, d'ailleurs. Oui. Parce que moi, je viens d'une profession qui vit beaucoup au milieu des glaciers, gardien de refuge. Ça fait des années que les glaciers reculent. Moi, je pourrais dire, l'été dernier, on a beaucoup parlé des glaciers qui se cassaient la gueule. C'est du glacier bashing, quoi. Et en vrai, les glaciers, ils sont encore là. Où est le problème? Ils seront là en 2050. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Donc, il faut arrêter moi, je trouve qu'il faut faire gaffe. C'est à force d'être sur la défensive, on crispe tout le monde. Ce que je trouve pas mal, c'est qu'avant, la presse nationale parlait très peu de la montagne, parlait des bouchons l'hiver et des accidents l'été pour aller vite. Oui, c'est ça. Maintenant, parler des conditions de la montagne, ce n'était pas un sujet porteur. Maintenant, ils en parlent. Alors, que ça soit complexe, que ça soit à charge, que ça soit à décharge, c'est pas ça le problème. Honnêtement, je m'en fous un peu. Excusez-moi d'être franc. Ce qui compte, c'est quoi le problème, c'est quoi les problèmes et comment on y travaille. C'est pas comment la presse en parle. La presse en parle, c'est à l'image du débat qu'il y a dans la société. On va quand même regarder, parce que plusieurs ont été interviewés dans ces sujets. J'aimerais qu'on commence par ces sujets presse pour après donc débattre ensemble. Alors, comment la presse a-t-il parlé? On parle d'articles favorables, défavorables. J'aimerais qu'on commente ce visuel et ces chiffres, Michael. Juste pour les chiffres, on le disait, il y a un article sur 5 qui a plutôt été défavorable en faveur de la promotion de la montagne. Donc évidemment, en tout cas moi me concernant, et je vois des amis dans la salle, nous sommes promoteurs de la montagne, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on est promoteur à tout prix de tout. Et notre métier aujourd'hui, c'est de faire la promotion de la montagne. Et on voit bien qu'on a un article sur 5 aujourd'hui qui a plutôt été dans « Il n'y a pas de neige »,« Le ski c'est fini »,« France Inter, une semaine en direct chez nous »,« Le ski en bout de piste », etc. 4 millions d'auditeurs tous les matins quand même. Hein. J'ai fait rapidement là comme ça quelques print screen comme on dit pour montrer un petit peu les titres. Ce que je trouve plus important. J'aimerais qu'on revienne sur celui d'auparavant, oui. Voilà, sur ces titres de l'hiver. J'aimerais que vous réagissiez tous, s'il vous plaît, à ces titres de presse. C'est pas des petits médias. On voit le Figaro, on voit Le Monde, on voit Le Point. Vous parliez à l'instant de France Inter. Avec une question toute simple, Alexandre Molin, est-ce que vous avez été étonné par ces couvertures presse
Qu'est-ce que ces coupures de presse nationale, de journalistes avec des cartes de presse, qu'est-ce que ça vous fait dire, ça? Si un journaliste était là pour faire du bien, ça se saurait. Moi, il y a deux choses. Les journalistes, c'est leur métier de faire. Vous n'êtes pas d'accord avec eux peut-être, mais c'est leur métier quand même. C'est leur métier de faire les gros titres, c'est leur métier d'essayer de faire du buzz. Aujourd'hui, le métier de journaliste a beaucoup changé. On voit de moins en moins de grands reporters, de plus en plus de personnes qui doivent produire des articles au rythme de BFM. Donc il y a toujours cette surenchère, un peu. Ils en sont victimes, je pense, aussi à un moment. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des vrais journalistes, mais est-ce qu'ils ont les moyens et le temps de faire les choses? Après, moi, ce qui me surprend quand même beaucoup plus, c'est quand on a un journaliste, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'avant, ils posaient des questions pour essayer de comprendre une réalité. Aujourd'hui, ils arrivent souvent avec leurs idées préconçues et ils posent des questions et si on ne leur répond pas, ils disent « mais vous vous trompez ». Bah écoutez, je veux bien, mais quand vous me dites que cet hiver, les stations sont fermées, que je suis désolé, devant ma fenêtre, il y a 80% des pistes de ma station ouvertes, vous ne pouvez pas me dire ça. Mais vous êtes sûr? Bah oui, quand même. Donc il y a aussi aujourd'hui, mais comme il y a toujours eu, des journalistes qui sont convaincus et qui ne veulent pas non plus entendre les messages. Je ne vais pas dire tout va bien. Non, on le sait. On connaît les problématiques, on en est conscient. Mais aujourd'hui, la traduction que certains voudraient en faire, et comme on le disait, cette émission qui est venue, elle n'a pas cherché, quand elle a fait tous les matins dans notre région, à prendre des exemples. On va choisir la personne qui va nous dire le message qu'on veut entendre. Donc pour moi, c'est plus à des moments du journaliste, mais entre guillemets, on essaie de relayer la pensée qu'on a envie de voir sortir de l'article. Donc pour vous, la presse était en tout cas clivante sur le sujet et n'a pas forcément relié la réalité, si j'ai bien compris. Quand on se pose une question, comme le titre du Figaro, on pose une question. Je suis désolé. Quand on prend... Ah, ben on m'a enlevé l'image. On revient en arrière, voilà. Hop. Voilà, celle de Parao. Non, on ne veut pas. Ça, alors, donc en régie, si vous pouvez prendre la main, voilà, vous reprendre la main, s'il vous plaît, sur les coupures de presse. Voilà, on va rester sur celle-là. Quand je prends celle du Monde, ils sont affirmatifs. L'autre pose une question et un article qui va peut-être relayer le pour, le contre, le pourquoi, et qu'il y a des situations différentes. De l'autre côté, on affirme que c'est fini. Bon, bah, il y a un moment, il faut peut-être se poser la question de quel est le rôle du média, du journaliste qui le représente, pour essayer de faire passer une information et un article construit avec, comme dans n'importe quel document, une thèse, une synthèse et une conclusion. Alors, on a proposé à plusieurs journalistes de venir dans cette table ronde. On a eu pas mal de refus, pour rien vous cacher. Je vous parlerai tout à l'heure, dans mon ancien métier, vous le savez, de journaliste, de la charte d'engagement des journalistes sur les sujets environnementaux. Vous verrez que ça bouge très clairement et on verra comment vous allez donc anticiper les sujets de demain parce que on va continuer la présentation de Michael Rescat. Ces sujets-là, cette tonalité, elle est en tout cas assez nouvelle et c'est pas le fait d'un média. Oui, Figaro est plutôt à droite, Le Monde est plutôt au centre-gauche, mais clairement, ces sujets, on les a vus sur un prisme très large de médias. Oui, et encore une fois, nous, ce qu'on a essayé, dommage que la présentation que j'avais un peu bossée, on la repère. Bon, on la repère, alors si vous pouvez revenir en arrière, comme ça on l'a bien. C'est simplement d'apporter en tout cas une piste de lecture, et je pense que ce soit Alexandre et tous nos invités aujourd'hui compléteront cette position, sur laquelle on ne sera peut-être pas forcément d'accord. La première, c'est la réalité de l'hiver. On a eu 5 fois moins de précipitations cet hiver sur les 2 premiers mois de saison, à Chambéry et à Grenoble, que sur un hiver normal. Donc mathématiquement, effectivement, l'enneigement était moindre, ça c'est une réalité, donc il y a un sujet climatique réel, c'est comme ça, c'est un des sujets qu'on alimente. Le deuxième, il est assez intéressant, il est sociologique. On travaille avec un sémiologue en ce moment à l'agence et c'est Martin Fourcade qui a dit il y a quelques mois, je trouve que c'était très intéressant, que dans les années 90, 80, 2000, on est perfusé à cet ours sur la banquise, voilà, on va rester là-dessus, en train de dériver sur l'océan et on avait l'image de cet ours qui symbolisait le réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que on avait l'impression que c'était très loin, finalement c'était en Arctique, en Antarctique. Aujourd'hui, le sujet climatique, il est chez nous, donc finalement on essaye de retrouver dans la sémantique des codes qui nous parlent et qui sont proches, on le voit là. Et pour être très clair, il faut des symboles forts pour qu'à un moment donné les gens se rendent compte, et le glacier, le flocon de neige, où la montagne sont malheureusement pour nous aujourd'hui devenus des symboles, l'archétype du réchauffement climatique. Et donc ça, c'est une évidence. Je reprends l'exemple de Martin, j'ai trouvé qu'il était très bon. Est-ce qu'aujourd'hui, au Stade de France, chaque fois qu'on change la pelouse avec des camions sur de l'herbe naturelle, il y a des gens qui font des stories, est-ce qu'on passe dans le Figaro ? Non. En montagne, quand on crée aujourd'hui de la neige ou quand on a un camion qui se balade, ou 2, ou 10, ou 15,
ça fait effectivement un raz-de-marée sur la toile. Donc tous ces sujets, c'est des sujets qu'on constate et qui sont, je trouve, intéressants, parce que les journalistes, je pense, prennent des codes que l'humain, les gens aujourd'hui en France, ont envie de concrétiser. Il y a deuxième lecture, je ne sais pas si on peut avancer un Alors, tout je ne petit sais peu. pas si on a toute la préparation, sinon je vais demander à Laetitia. Ah voilà, très bien. Je fais vite, mais j'ai eu, Non, ça c'est intéressant. j'ai eu quelques déboires sur LinkedIn, entre autres, avec ce post-là. J'ai voulu le remettre volontairement pour C'est-à-dire des expliquer. déboires, que je comprenne. Les commentaires étaient assez acerbes quand j'ai posté ces deux images en disant intox réalité. On a en fait un titre qui est assez intéressant. On a le Monde qui parle de Courchevel-Méribel quelques jours avant, en mettant les conditions d'adaptation au changement climatique. Le ski n'arrivera pas à s'adapter au changement climatique. Et on met une photo en marquant Courchevel-Méribel et les dates des championnats. On met une photo sans neige. La réalité, donc, c'est que cette photo avait été prise 3 semaines avant en Suisse. Mais elle a été utilisée dans un contexte, finalement, où on parlait d'un événement qui était, pour le coup, plutôt bien enneigé. Donc on voit la réalité. Alors, comment à côté. peut-on l'expliquer, ce Donc, décalage? juste Et pour parfois aussi terminer, les articles Alexis, de tête à tête. Juste pour terminer, l'article en lui-même était plutôt intéressant quand on lit l'article. Par contre, le sujet de générer du clic, et on verra juste après, Alexis, si tu peux, excuse-moi. Oui, voilà, oui, reprends bah, la main. ouais, parce que ça... Quand on voit la réaction du Figaro, par exemple, ce qui compte, c'est que le lecteur clique. Notre objectif n'est pas de viser le nombre maximal de vues pour un article, mais c'est aussi de générer un abonnement. Pour cela, il faut une vraie stratégie. Bon, bah, la vraie stratégie, on la connaît, c'est de mettre une image choc, un titre. Là, vous êtes plutôt d'accord avec Alex Molin là, sur ce point-là. Mais bah, ça nous arrive. Oui. Ça nous arrive, en tout cas aujourd'hui. Quatrième sujet qu'on a trouvé intéressant, c'est le fameux sujet des 20%. Alors, c'est assez... c'est pour l'instant encore dans l'ombre. D'ailleurs, c'est toi, Alexis, qui m'en a parlé. Il y a un certain nombre d'élus qui, post-Covid, sont montés des députés, des sénateurs, des acteurs qui ont dit on ne parle pas suffisamment du climat dans les médias et il faut une répartition de 20% d'articles autour du sujet climatique dans vos médias. Donc, moi, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on ne confond pas le sujet de la facilité pour communiquer sur le ski, le manque de neige, le ski c'est fini, la montagne, etc. Est-ce que ça n'intègre pas ces 20 points? C'est une question et je laisserai les invités en débattre. J'accélère un petit peu pour ne pas monopoliser trop la parole non plus. Alors, Une réponse d'Alex Molin. Je suis quand même assez surpris parce que quand le politique se met à imposer certains sujets dans les médias, je suis désolé, là on arrive à la limite de la liberté d'expression que peut avoir un média. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous devez aujourd'hui nous sortir des rubriques de tel et tel type. Quand le législateur On va en parler tout à l'heure pour la vient charte. sur la liberté de parole, là ça me surprend et ça me choque. On en parlera tout à l'heure. Effectivement, c'est une charte qui est à l'initiative du ministère de la Culture. Et c'est vrai que cette charte a été signée quand même par 1000 journalistes, par plus de 100 médias. On en parlera. Ce sont les pistes de prospective. Ça, je pense, en tout cas personnellement et à l'agence, que ce sujet des 20 points joue, en tout cas, dans la montée en charge de très très bons articles d'ailleurs autour du changement climatique, qui est quand même, en tout cas pour moi, et je parle en mon nom, c'est une réalité. Par contre, peut-être ne pas confondre le fait de tenir ces 20 points en sortant en permanence des articles qu'on connaît bien et qui sont plutôt bashing pour le coup. Et alors, on va en parler dans quelques instants. J'aimerais saluer Jean Rigaldo qui est avec nous parce qu'il a fait une table ronde très intéressante il y a quelques jours en faisant venir la Fédération française de golf qui nous a raconté dans cette table ronde où il y avait donc Fabien Sagès pour le ski et également la Fédération française de golf qu'ils ont en tout cas la sensation d'avoir vécu un été très dur 2022, un été de sécheresse. Et pour lui, il y avait un golf bashing comme un ski bashing. Alors, je vais maintenant vers Camille Régoret. Merci d'être avec nous. C'est vrai que cette communication, en tout cas, on sent qu'on n'est pas à l'aise. C'est comme un costume qui gratte un peu, où on a l'étiquette qui gratte un peu dans le cou. C'est vrai que cet hiver, en tout cas, la presse ne nous a pas épargnés, pour dire des choses. Oui, alors je ne sais pas si c'est ce qu'on a envie d'entendre là sur le sujet. Je ne serai pas en tout Soyez cas moi libre, faut parler qualifiée pour librement. apporter des éléments chiffrés Votre tels que sentiment. l'a fait Mickaël. Je crois surtout, et moi la première image que tu as montrée me parlait bien, c'est à un moment donné comment on arrive collectivement, mais enfin déjà individuellement et collectivement, à changer de posture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tendance à prendre ces sujets-là comme des victimes. Pour moi, c'est la victimisation, cette photo, enfin ce dessin. Et c'est de se dire finalement comment, demain, et Mickaël, du coup, tu l'as dit, hein, aujourd'hui, je crois que la force et la puissance du symbole que la montagne représente au regard des enjeux climatiques,
elle est là. Et en fait, à nous, tous acteurs et touristiques, d'en faire une vraie force. Je crois que quelque part, on n'aura pas le choix. Donc, soit on arrête la posture de victime et du coup de défense, et on prend les devants. Et moi, je salue là, d'ailleurs, les territoires qui sont engagés dans le flocon vert, parce que c'est des vrais sujets où, au quotidien, on se prend bien la tête, ça fait mal, c'est pas facile, mais l'objectif qu'on a, ça va être de réduire ces incohérences. Alors, je vous titille un peu, je suis là pour ça, Camille. Je vois plusieurs stations qui ont eu ce flocon vert. Elles mettent en avant ce logo, mais pas forcément toujours en avant les points d'amélioration que vous leur demandez. Alors que la logique des choses, c'est comme tout label et tout audit, on a eu le flocon vert, on a marqué des points sur ça, et on n'a pas été bon sur ça. Je ne vois pas beaucoup les communications des stations marquant ces points-là, clairement. Aujourd'hui, être flocon vert, c'est pas être parfait, hein. Et ça, bien sûr, on le j'entends. sait, tout le monde le sait. C'est être dans une démarche de progrès. Et effectivement, aujourd'hui, il est important autant d'afficher ce qui fonctionne bien, ce qui va donner de l'énergie aux équipes, aux habitants, et d'être en capacité de dire ce qui ne fonctionne pas. Et la question médiatique, le traitement médiatique, il a peut-être des plus, des moins, il y a des choses qui vont pas. Le sujet principal que ça nous dit, c'est quand même que la montagne, elle est au premier plan aujourd'hui de ces enjeux climatiques et que c'est un sujet de société. Et peut-être que la chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas nous tout seuls concernés montagnards et qu'effectivement, on a des citoyens français, européens qui se sentent concernés. Et du coup, on doit pouvoir apporter des réponses à ça. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, les stations flocon vert sont parfaites, mais en tout cas, on les pousse dans des zones inconfortables de questionnement et d'action sur le sujet. Freddy Maignan, je vous laisse prendre le micro. Finalement, que ce soit les aménageurs de la montagne, ceux qui investissent en montagne, et aussi les associations qui dénoncent un certain nombre de choses, vous avez un point commun tous, c'est que la presse vient vous solliciter toujours au même moment. C'est-à-dire avant la saison, avant les vacances de février des Parisiens. En clair, on ouvre le tiroir ski et puis on va sortir des sujets. La série de France Inter, elle n'est pas arrivée n'importe quand. Elle est arrivée une semaine avant les vacances de Paris. On parle assez peu des sujets de montagne, positivement ou négativement, fin mai, début juin. On en parle toujours quand le sujet est, passez-moi l'expression, concernant. C'est un mot qui est employé dans la rédaction. Donc finalement, les uns et les autres, vous avez vos services de presse qui activent ces journalistes ou qui reçoivent ces demandes toujours au même moment. En fait, vous représentez assez peu de choses pour la presse. Ils viennent vous voir que quand ça les arrange aussi. C'est-à-dire dans des... Ben si, les gros papiers, vous les avez toujours entre octobre et décembre et avant février. Je vous reprends toutes les coupures de presse. Regardez les titres des articles, ils arrivent toujours au moment où les gens vont venir skier. C'est assez bizarre quand même, Freddy Maignan. Oui, mais enfin... quand j'étais pendant 10 ans à 3100 mètres, la presse venait quand il y avait un accident. Voilà. Donc oui, quand il y a des événements, quand il y a des sujets sensibles, bon, j'ai pas envie de juger le travail des journalistes. J'étais journaliste, donc je ne vais pas les juger, mais ça arrive toujours au même moment. Quand même. Bah oui, c'est au moment où il y a la disponibilité, où ils jugent que voilà, c'est une question à la veille des vacances de février que les journalistes parlent de la montagne en soi. Il y a un phénomène d'aubaine. Freddy Maignan, il y a un phénomène d'aubaine. Clairement, quand les associations prennent le téléphone pour appeler les rédactions de France Inter, etc., ils savent très bien que c'est le bon moment pour faire de ce sujet une potentielle parce que ça intéresse les Parisiens de venir la semaine d'après. Voilà. Non. Alors, on va essayer de ne pas être dans la caricature. Les Parisiens ont parlé des Français et des Européens. C'est un peu ça. Oui, non, mais moi, je partage ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que la montagne rend visible ce qui est invisible. Et ce qu'a dit Michael. Et c'est hyper important. Parce que nous, comme ça rend visible un vrai problème grave pour nous tous, hein, climatique, mais pas que climatique. Biodiversité, on n'en parle pas. Moi, j'ai un lac à Frédière. À côté, dans le massif de Beldon, j'ai perdu 90% des amphibiens. L'effondrement, quoi. Donc, il y a des sujets graves qui nous touchent. Mon problème, nous, c'est que soit on se le dit, mais pourquoi on parle de nous et pourquoi on ne parle pas de la mer? Pourquoi on parle du Parc des Princes? Mais attendez, parce qu'il y a cette sensibilité en montagne, il faudrait qu'on soit les bons, les meilleurs. Il ne s'agit pas qu'on fasse comme le Parc des Princes, j'en ai rien à foutre.
Mais par contre, que le Parc des Princes, ils se disent, parce qu'en montagne, ils sont confrontés à ça, et parce qu'il y a ce rapport sensible, fort, qui nous bouleverse au fond de nous, moi, avoir un hiver sans neige, croyez-moi, ça ne me fait pas plaisir du tout. Ça me fait personne mal. ici. Personne Oui, mais ici. ça me fait mal. Hmm. Donc, soit ça me fait mal, et on va y arriver, soit on se dit, attendez, comment on prend à bras le corps, et comment on essaye d'être bon. Et c'est ça le débat. Plutôt que de se dire les Chinois, ils font pire que nous. Excusez-moi, c'est pas un débat intéressant. Bon. Alors, Cécile Revol, vous êtes avec nous, vous travaillez pour Sunweb. On va parler aussi de la commercialisation, parce que le bashing peut être aussi sur les campagnes de communication qui sont intégrées. Alors d'abord, 400 000 séjours ont été donc faits par votre biais. Il y a une vraie attente du ski. Et notamment pour les jeunes clientèles d'Europe du Nord, vous m'avez confié qu'il y a une attente du ski, les gens veulent skier et c'est assez unique depuis l'historique que l'on a derrière nous, en tout cas des clientèles du nord de l'Europe. Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que l'année dernière, on a dit que c'est une année record post-Covid, etc. Et cette année, dans les chiffres et dans les nombres de clients internationaux que l'on a amenés dans la montagne française, ils y sont encore plus nombreux. Le marché français est un petit peu soit équivalent, soit un petit peu en recul, mais c'est vrai que notamment du nord de l'Europe, que ce soit le marché néerlandais, belge ou anglais, le nombre de skieurs est encore plus important que l'année dernière. Alors une fois qu'on a dit ça, très bien. Mais Donc, ce qui veut dire que ces jeunes qui pourtant sont très sensibles au sujet écologique. Il n'y a pas que des jeunes, il y a des familles, il y a des jeunes, Moi, etc. ce qui m'intéressait là, c'était les jeunes. Mais effectivement, dans la cible de clientèle que l'on a, il y a une partie effectivement qui est jeune. Je ne sais pas si on peut mettre peut-être l'histogramme que j'avais préparé avec la pyramide si des ça a bien âges de été la dedans, clientèle je vois que ça Sunweb. n'a pas été dedans, mais c'est pas grave, vous allez nous la commenter. Oui, donc la plupart de notre clientèle, donc déjà on a une cible de clientèle qui sont les groupes étudiants, donc là on parle vraiment des 18-20 ans, donc auprès donc de ces BDE et auprès de ces écoles qui organisent des séjours au ski pour les étudiants. Il n'y en a pas moins qui sont organisés, mais on a des demandes différentes. C'est-à-dire ? Alors, par exemple, ça va être des demandes de transparence. Comment ça se passe ? Quel est l'impact ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a une école, par exemple, qui nous a dit, au lieu de faire 7 jours de ski, on va faire 6 jours de ski, et puis le 7e jour, on va aller faire des raquettes, on va aller faire d'autres choses dans la montagne, par exemple. Une autre école qui nous a dit, vous avez une possibilité de nous livrer des repas donc à la résidence. Par contre, on veut la traçabilité. On veut savoir si c'est du circuit court, si c'est du local. Donc ça, c'est la première fois aussi qu'on a ce type de demande. Et c'est extrêmement bien de voir ce type de choses parce que nous-mêmes, ça nous force à progresser et à nous poser des questions et à changer aussi des comportements. Pour aller un petit peu plus loin, ça va être une école, par exemple, de Lyon qui a dit à ses étudiants « Vous n'aurez une subvention pour faire votre séjour cette année uniquement si vous allez à moins de 2 heures. » Donc, ça veut dire que ça exclut un séjour, par exemple, dans les Alpes du Sud, mais ils vont aller en Maurienne. Donc, voilà, ça, c'est, par exemple... Dommage pour la Maurienne. Et j'aimerais quand même... donc ça c'est une partie du phénomène. Mais ça, c'est vraiment une petite partie de la clientèle. J'aimerais quand même qu'on parle de vos gère. campagnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs stations qui sont dans la salle. Et plusieurs stations, effectivement, je pense des stations qui ont des projets d'aménagement lourds en tête. C'est vrai que ces projets d'aménagement lourds sont plutôt sur l'ouest des Alpes, là où il y a maintenant des graves problèmes d'enneigement, en tout cas plus de problèmes d'enneigement qu'ailleurs. Et je pense à la station de Laclusaz. Le directeur était avec nous hier. Il me disait, lorsque j'ai commandé des campagnes sur Internet pour vendre mes forfaits saison, j'ai arrêté mes campagnes parce que j'ai eu des déferlements d'insultes totalement insensées, alors qu'on ne fait que vendre notre station et vendre notre saison. Et vous m'avez confié que parfois sur certaines campagnes, c'est pas facile. Alors oui, on a eu quelques réactions, notamment sur un festival qu'on organise à l'Alpe d'Huez, qui est un festival qui est Tomorrowland, qui réunit 25 000 personnes qui viennent faire la fête une semaine en montagne, qui est un festival qui fonctionne très bien, qui peut justement prêter le flanc à des critiques, alors que c'est assez bien géré. Mais
Mais pour revenir un petit peu sur Et après, nous, on s'adresse aussi à des consommateurs. On fait des campagnes marketing pour des prospects, pour des clients, donc plutôt des gens qui sont sensibilisés aux produits ski. Donc, ce n'est pas nous, en tant qu'opérateurs touristiques, qui sommes, je pense, le plus visés par le ski bashing dont vous parlez, En notamment tout cas, vous êtes sur, un observateur sur les sur ces réseaux. campagnes. Parfois, vous voyez des messages de modération qui vous étonnent. Oui. Mais c'est aussi ce que disait Camille. C'est aussi dans notre façon de faire du contenu sur nos sites internet, de mettre en avant les efforts qui sont faits par les stations, de mettre en avant le flocon vert. C'est des choses qu'on fait parce que on a de plus en plus de demandes de transparence en fait de la part des clients. Freddy Maignan, on entend en tout cas un gros opérateur qui nous dit que tout va bien et que il y a Pas du dit que ski. tout allait bien, attention, On a ne dit quand même déformez 400 000 pas, séjours et l'an prochain mais- encore plus. Pour l'an prochain, vous allez en programmer encore plus. On le voit dans le salon, et j'ai des retours d'Innsbruck où le salon s'est très bien passé. Et on me dit ce matin que les affaires se portent plutôt bien ici à Alpipro. Et voilà, tant mieux en tout cas pour ceux qui ont acheté des espaces ici. Donc voilà, on sent quand même deux salles, deux ambiances. D'un côté, une montagne qui se pose beaucoup de questions. Et j'ai un grand patron commercial d'une des grandes boîtes qui me dit ça serait quand même bien un moment, alors je vais être très vulgaire, mais désolé, arrêtez d'enculer les mouches, parce qu'à un moment, nous, ça marche très bien, dans les autres pays, ça marche super bien, et il n'y a que la France qui se pose des questions, alors qu'on est un leader, et si on continue à se poser des questions, on va laisser les autres pays avancer très fort. Il me l'a dit hier soir, il me l'a redit ce matin. Alors, je ne vais pas dire qui c'est, mais Freddy Maignan, je l'ai entendu ça, alors peut-être un peu moins directement là, mais voilà, on entend qu'il y a une partie du ski qui marche bien et qui ne demande qu'une seule chose, c'est avancer. Pas avancer comme avant, mais avancer. Et on peut comprendre que tous ces articles-là posent des questions, Freddy Maignan. Oui, mais je partage. Pardon. Si Vous partagez quoi? Je vais vous dire. Je suis un peu dans l'Isère, moi. Oui. Et l'Isère, cette année, c'est un peu caricatural. On a les deux Alpes et l'Alpe d'Huez qui s'en sortent Record. très, très bien. Saison record. Plus 10, plus 15. Peut-être plus encore, on verra. Mais par contre, tous les autres massifs, et c'est énorme. Là, on parle de 2 stations. Vercors, partout. Je peux prendre des exemples. Je les ai là sur les chiffres, les résultats, station par station. C'est du déficit grave. C'est plus de neige produit, plus de canons, moins de forfaits, moins de jours d'ouverture, et à l'arrivée, plus de déficit. Beldon, qui est quand même plus haut, là, on fait moins 20 de chiffre d'affaires. Chartreux, j'en parle même pas. Donc, à un moment, oui, pour être clair, à l'année N, les gros, ça va bien, excusez-moi, il n'y a rien de péjoratif. C'est ce qu'a dit un peu de Mixio les hier. grosses stations, ça va bien. Par contre, tout le reste du territoire montagne morfle comme jamais. Comme jamais. Et qu'on ne me dise pas, c'était déjà le cas en 64 quand il n'y avait pas de neige. C'est limite climato-sceptique, ça. Il y a un mouvement gravissime. Et à un moment, de se dire que les grosses, pour le moment, s'en sortent bien, eh ben, tant mieux pour elles. Mon problème, c'est comment on fait avec le territoire montagne dans son ensemble. Et ça, c'est d'être responsable. Alex Molin, je vous laisse répondre. Vous donnez un complément d'information. Alors, il y a des arguments où je suis d'accord avec Freddy et d'autres où je ne peux pas être d'accord avec Freddy, mais ça, on se connaît suffisamment bien pour en tenir compte. Il y a une situation qui est complexe. Après, la personne qui dit qu'il faut qu'on arrête d'enculer les mouches, il y a un moment, il faut peut-être aussi qu'elle change de paradigme et qu'elle revienne aussi à la réalité. Moi, j'ai attaqué il y a plus de 20 ans dans ce métier. En 20 ans, on a totalement changé notre vision. On a changé nos méthodes. On essaie de s'améliorer. Certainement pas assez pour certaines personnes. OK, mais on fait notre mieux, on avance, on se transforme, on évolue. Et on doit le faire. Après, quand on entend des gens être heurtés par ce qui se passe en montagne, c'est aussi parce que la montagne a une chance, c'est qu'elle a une affection dans le cœur des Français et des Européens. Tout le monde aime la montagne. Et il faut quand même qu'on mette en relation, parce qu'on montrait quelques articles qui, effectivement, nous ont pas fait plaisir. Mais les Français, ils aiment le ski. Non, ils aiment la montagne, quasiment tous. Et il y a 80% des Français qui aiment le ski. Donc, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On a des petits groupes de journalistes qui sont très motivés à faire de la propagande et pas du journalisme. On a, sur les réseaux sociaux, une mouvance extrémiste qui nous tombe dessus, quoi qu'on dise. Il y en a un d'ailleurs qui était là comme présentateur hier à tes côtés, Alexis, qui hier soir disait encore qu'on était tous des cons et qu'on faisait rien. Donc, il y a un moment... Moi, je vais arrêter de me battre contre... je ne suis pas Don Quichotte, j'arrête de me battre contre des moulins avant. On va essayer de travailler intelligemment, de continuer à s'améliorer, parce qu'on en est à l'échelon 1, et on doit encore monter les marches pour aller vers du mieux. Mais après, des gens dogmatiques,
que ce soit sur le climat, sur la politique ou sur plein d'autres sujets, on ne les fera pas en changer d'avis. Travaillons plutôt avec ceux avec qui on peut travailler, travaillons intelligemment et montrons qu'on peut faire les choses bien. À un moment, ce n'est pas que le jugement qu'il faut voir, c'est les moyens qu'on met en face. Alors, justement, vous parliez à l'instant de la charte d'engagement des journalistes. Donc, j'ai la chance d'enseigner auprès de jeunes journalistes. Et cette charte, on en a parlé dans l'un de mes cours. Alors, ce n'est pas simplement un sujet de thèse, hein. C'est une charte qui est aujourd'hui signée, reconnue, signée par plus de 1000 journalistes de grandes rédactions, à France Télévisions, à TF1, à BFM, également des journalistes indépendants, des journalistes régionaux. Il y a aussi des journalistes qui sont effectivement intéressés par les sujets écologiques, mais pas que. Il y a des journalistes qui sont également des journalistes économiques. C'est plus de 1000 journalistes signataires. Et il y a, alors vous pouvez les lire, hein, vous avez l'ensemble des sujets. Il y a plusieurs engagements. Le premier, c'est de faire apparaître directement, dans le cadre de chacun des JT et des informations du quotidien, un quota d'une vingtaine de % de sujets directement en lien avec le changement climatique. Vous l'avez vu sur France Télévisions, maintenant la météo s'appelle plus météo, elle s'appelle météo climat, et tous les jours, la journaliste météo monte sur scène avec là où on en est du réchauffement climatique, le 1 degré, je ne sais plus combien, enfin il y a plein de décimales derrière. C'est la même chose sur TF1, et c'est un mouvement qui va prendre encore de l'ampleur, car parmi les signataires, il y a le syndicat le plus important qui s'appelle le SNJ, Syndicat national des journalistes. Et également, il faut savoir que la quasi-totalité des écoles de formation, des 11 écoles reconnues par la profession, il y en a 7 qui l'ont signé. Donc, tous les jeunes journalistes qui sortent des centres de formation vont aujourd'hui benchmarker un peu les rédactions dans lesquelles elles vont faire des stages et après où elles vont être intégrées pour dire, tiens, est-ce que dans ta rédaction, on pratique cette charte? Donc, Alex Molin, les journalistes qu'on a vus tout à l'heure, non seulement ils ne vont pas être moins nombreux, mais si on comprend les signataires et on voit que les centres de formation l'ont signé, vont être de plus en plus nombreux. Donc des sujets qui ne vont pas vous plaire, il y en aura beaucoup plus demain qu'hier. Mais je vous rassure, il y a plein de sujets sur le climat que je trouve très intéressants, très bien, et notamment beaucoup de certains qui nous concernent. Ce que je dis, c'est que d'imposer un quota, je trouve toujours ça très risqué. Parce que demain, peut-être que c'est 50% d'articles qu'il faut. Mais quand il y a des sujets, il ne faut pas faire des sujets pour faire des sujets. Je pense qu'il y a suffisamment de choses à traiter. Et demain, si c'est 70% de la presse qui titre sur le climat, c'est qu'il y aura des raisons de titrer sur le climat. Mais ce n'est pas parce qu'on nous a fait signer une charte qu'on doit s'imposer de le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter le sujet. Il ne faut pas mal prendre mes propos. Bien au contraire, c'est un sujet important. Par contre, qu'on commence à mettre la graine en disant « vous engagez à faire un minimum de », je pense que ce n'est pas dans l'esprit du journalisme. Michael Rescat, vous voulez réagir? Ouais, juste partager, décidément aujourd'hui on est en phase avec Alexandre, on va le noter. Non, peut-être juste revenir sur une ancienne vie, puisque j'ai fait 15 ans dans un gros média, où on disait régulièrement en rédaction, il y a le savoir-faire, faire savoir et savoir-être. Pour rejoindre ce que disait Alexandre, je pense que dans le savoir-faire, il y a quand même beaucoup d'évolution, et on porte quand même un certain nombre d'actions. Je reprends l'exemple de flocons verts au sens large, ou d'engagements contre des destinations qui sont réelles, je pense sincères. Est-ce qu'on va suffisamment loin? Peut-être pas, voire même probablement pas. Mais quand je dis ça, je crois qu'on a une responsabilité aussi sur ces articles, qui est celle de la mauvaise organisation. Tout à l'heure, c'est moi qui ai mis cette photo, cette image de Batman qui met un bon coup à Robin. Désolé que ça ne t'ait pas parlé. Mais moi, ce que j'ai le sentiment que quelque part, on est en permanence en train de subir une situation où on surréagit. Alors on va passer un coup de fil au journaliste, on le connaît, on lui passe un savon, c'est inadmissible, t'as vu comment t'as traité, etc. Mais le sujet de fond, c'est que si ces signaux, ils étaient faibles, ils sont devenus forts, et qu'on en est encore à surréagir parce qu'on est mal à l'aise par rapport aux propos, parce que tous les éléments n'ont pas été donnés, c'est qu'on ne sait pas gérer aujourd'hui notre écosystème journaliste. On ne donne probablement pas suffisamment d'informations. Quelle station ici fait un voyage de presse autour des engagements de la destination? Personne. Tout le monde accueille des journalistes, tout le monde présente ses actions vertueuses, mais dans quel cadre? Dans le cadre de la promotion touristique. Donc il y a aussi à un moment donné un cadrage, et je reviens aussi sur France Montagne, sur Savoie-Mont-Blanc et sur d'autres, de qui aujourd'hui cadre les éléments de langage, qui aujourd'hui est capable de synthétiser ce qu'on réussit et nos propres échecs, parce que parfois
J'ai souvent entendu les stations de ski ne sont pas des parcs d'attractions. Dans ce cas, arrêtons de prendre pour des Mickey les gens qui viennent chez nous, parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils sont instruits, ils lisent des articles, ils comprennent ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et d'être oui à la montagne à chaque fois et à donner une couleur d'une destination qui est idyllique, tout est formidable, venez chez nous, on est vertueux, etc. Il y a un moment donné où ça ne passe plus. Et moi, je pense que les journalistes, derrière, il y a une irritation des fois de les prendre un peu pour des gens qui n'auraient pas très bien compris l'histoire et on va leur raconter. Donc, encore une fois, évidemment, je suis le premier, moi, à m'insurger sur ce type d'article qui m'horripile, mais je pense qu'on a une responsabilité rapide à s'organiser. On a dit en 2021, il faut monter un lobbying de la montagne autour de ces sujets, il faut se concerter, il faut s'aligner sur les propos, et on le fait en urgence. On le fait quand vraiment, là, on arrive en janvier, il n'y a plus de neige, bon, on met des éléments de langage. On est, je pense, pas suffisamment bien organisé par rapport à ce qui arrive. J'aimerais je vais faire réagir Camille sur le point numéro 10 de la charte, parce que c'est une charte qui est encore une fois très importante, qui va changer beaucoup de JT, c'est déjà le cas aujourd'hui. J'aimerais je vais vous le lire si vous n'arrivez pas à le lire, c'est l'article 10. S'opposer au financement issu des activités les plus polluantes. Afin d'assurer la cohérence du traitement éditorial des enjeux du climat et du vivant, les journalistes ont le droit d'exprimer sans crainte leur désaccord vis-à-vis de financement, publicité, partenariat, médias liés à des activités qu'ils jugent nocives. Nous avons invité plusieurs journalistes à cette table ronde qui nous ont dit « je ne peux pas venir parce qu'on est en délicatesse avec plusieurs personnes de la montagne dont on nous a menacé de sucrer nos budgets publicitaires si on sortait ce sujet ou si inversement nous n'étions pas en ligne avec la rédaction ». Ça pose une question. Évidemment, la place est libre. Vous voyez, la place est vide, malheureusement, à la droite de Cécile. Parce qu'à un moment, ces journalistes signataires, ils demandent à un moment à avoir une protection vis-à-vis des régies. Vous pensez quoi de ce point-là, Camille? Quelle question. Étant évidemment au cœur du système, vous vous en doutez, j'en ai pas la moindre idée. C'est juste déplorable, en fait, de se dire qu'aujourd'hui, mais ça rejoint ce que dit Mickaël, à quel moment on met l'énergie au bon endroit. Mais c'est bien, continuons à avoir des discours de façade et puis derrière à faire du push à mort pour que surtout rien ne bouge. Et là, c'est parfait, on y va droit dedans. Je vous sens énervé. Il y a un moment donné... Je vous sens énervé. Pardon ? Je vous sens énervé. Évidemment, parce qu'en fait, c'est pas avec ça qu'on va demain enfin se dire que potentiellement toutes les compétences de communication, d'information, de pédagogie qu'il y a dans nos territoires de montagne, qu'a priori on se rejoint, qu'il y a des vrais sujets de compétences et de méthodes qui ne sont pas encore suffisamment au point, il y a du job. Donc si en fait l'énergie, on la passe à être toujours en pouce et en influence, pour moi, on n'y arrivera pas. Vraiment. Donc oui, ce que vous dites là m'énerve profondément. C'est pas moi, je vous lis un titre de l'article. Je ne fais que lire l'article numéro 10 et qui s'est traduit en fait, parce qu'encore une fois, la place est libre. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, et merci de l'avoir souligné, les visiteurs, les gens qui viennent en montagne, qui y vivent, qui y passent quelques jours, ont des cerveaux. Et ça, c'est hyper important de se le dire, c'est-à-dire que la responsabilité, en plus de demain assumer toutes les évolutions du climat qui sont en train d'opérer et qui opéreront encore, c'est d'assumer le fait de leur délivrer les bonnes informations. Donc les journalistes, les médias, c'est une chose. Je crois qu'aujourd'hui, et tout le monde le sait bien, on a tous un pouvoir au bout de nos doigts d'informer et de passer des messages. Donc il va être temps aussi d'assumer le fait de prendre des positions pédagogique et d'aller au bout. Et aujourd'hui, on a besoin que les territoires aillent dans ce sens-là. Et à ça, avec une bonne dose d'humilité, pour enfin reconnaître qu'on n'est pas parfait. Ça aussi, je crois qu'en fait, on fait que de le dire, mais personne ne l'incarne vraiment. Donc je pense qu'il est temps de mettre de l'humilité dans tout ça, vraiment. Oui. Freddy Maignan, discours de façade. Pardon ? Discours de façade. Oui, c'est plutôt sur le fond, moi, je trouve, parce que le problème, c'est quand on se fait attaquer, on a tendance à avoir un discours positif, dire tout va bien, c'est pas si pire, vous savez, on fait que moins 4%, mais bon, bref. Mais ce discours-là, pour moi, c'est une impasse. C'est une impasse. Parce que tout le monde sait que le problème est grave, donc on peut faire l'autruche, il n'y a pas de problème, sauf que ça ne marche pas. Et moi, avoir un discours positif,
j'ai envie qu'on ait un discours positif. Mais pas en disant on a un discours positif parce qu'on va continuer ce qu'on fait. Non, discours positif, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse autrement. Comment nos vallées de montagne elles pourront vivre alors qu'il n'y aura plus, c'est pas vrai, il n'y aura plus cette manne où on gagne de quoi vivre pendant 1 an, en 3 mois. C'est dur à dire peut-être pour ceux qui le vivent. Enfin, mais peut-être pas dans tous les territoires et de la même façon, parce que Oui. c'est quand même ce que l'on voit. Non, on est d'accord, mais en tendance, là, si vous prenez l'ensemble des Alpes, sans parler de l'ensemble des montagnes, il y a quelques zones de haute montagne dont acte, mais vraiment, regardez sur une carte, c'est petit, d'accord. Et tu as tout le reste de la montagne. Mais c'est Et- petit, et- mais ça et génère alors, beaucoup. Oui, ça génère beaucoup, mais enfin, et les derniers chiffres qu'on a de 2013, alors il faudrait les réactualiser, hein. C'est 4,6 milliards dans les périmètres de station et 6,2 en dehors des périmètres de station. Le reste, c'est très diffus, c'est pas concentré, il n'y a pas de bouchons en voiture, on n'en parle pas à la télévision, mais il y a quelque chose qui émerge en montagne. Et mon problème, c'est que si on arrivait à travailler ensemble pour se dire, les stations qui vivent encore bien, bingo, les autres qui en train Chancel. de crever la bouche ouverte, excusez-moi. Mais au-delà de ça, au-delà des stations, les territoires de montagne, qu'est-ce qui s'y passe? Comment on peut vivre? Comment les stations elles sont moins hors sol que dans notre histoire du plan neige? Alors, je vais faire Elles font répondre partie. Alex Molin et puis Camille. Alex Molin. Alors, Freddy, là, j'aime bien comme tu tournes un peu les chiffres et tu les arranges. C'est pas 4 milliards qui se passent en station et 6 milliards ailleurs. Je pense qu'en station, on est aux alentours des 8 milliards, ce qui a été prouvé plusieurs fois, qui a été reprouvé par des études de Savoie-Mont-Blanc dernièrement. Celles qu'on avait avant, c'était celles de la Caisse des dépôts, donc de l'État. Donc, et au moins, s'il te plaît, ne travaillons pas les chiffres. Que tu dises que c'est pas bien qu'on ait fait -4, qu'il faut pas s'en vanter, ben, nous, c'est aussi aujourd'hui l'accompagnement du territoire qu'on peut faire. Oui, il y a 2 ans, on était fermé. Tout le monde disait, quand ça va rouvrir, le ski c'est fini, on n'en parlera pas, les gens ne retourneront pas à la montagne. On nous l'a tellement infusé pendant toute la période des confinements, puis l'hiver où on a été fermé, que je veux être clair, même nous on n'y croyait plus hein, à la réouverture. Quand ça a rouvert et qu'on a eu la chance de faire un extrêmement bel hiver pour la reprise, tout le monde nous a dit non mais ça c'était facile, c'est que les gens n'ont pas pu aller au ski l'année dernière, l'année d'après vous vous cassez la gueule. Bon, ok, on revient, année 3. Année 3, ben, on a des conditions climatiques qui ont été extrêmement difficiles, mais qui risquent d'être de plus en plus la norme, oui, parce que ça va arriver de plus en plus souvent, les hivers aléatoires, on en est conscient. On sait très bien que ces hivers aléatoires vont pénaliser plein de petites stations, oui, on en est conscient, que celles-là, il faut que, de manière urgente, il y ait un travail sur le territoire, des élus, des opérateurs, pour réfléchir à autre chose. Par contre, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une grande majorité des stations qui ont pu proposer une activité, qui ont pu contribuer à l'activité du territoire. Et tout ça, bah oui, moi je le compare personnellement à l'hiver 62-63, qui a été l'hiver le moins enneigé qu'on ait connu sur les 100 dernières années. On fait un -4 dans des conditions comme ça. On a pu, entre guillemets, sauver notre activité économique. Oui, et je l'assume. Camille Sans Régoret, aucun souci. vous voulez réagir? Oui, juste un point qui est important, parce que là, on a un traitement, déjà juste nous, dans le débat, et puis dans les sujets, qui est très binaire. Hein, on cherche à faire du oui, du non, du bon, du pas C'est essayer bon, d'avancer. du bien, du pas bien. Oui, mais du coup, on a une responsabilité collective, là, qui est qu'on parle d'un sujet qui est sacrément complexe. Oui, Et que complètement. la complexité, elle fait partie du jeu, et que on doit s'efforcer de ne pas chercher à rendre les sujets simples et faciles, mais à prendre les sujets et à transmettre la complexité. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, ça fait aussi partie des ingrédients, des clés sur lesquelles on doit travailler, et nous les premiers, hein, dans les sujets qu'on porte autour du flocon vert, c'est comment faire prendre conscience de cette complexité du climat sur nos territoires et ailleurs, et à apporter de la nuance. On n'y arrivera pas s'il n'y a pas cette nuance. Alors, je vais donner la parole à la salle et puis je vous demanderai tout à l'heure, juste après la salle, une bonne idée que vous pourriez donner pour aider à une certaine harmonisation de cette communication autour des sujets montagne, parce qu'il faut éviter le binaire, mais à un moment, il faut des propositions. Et on voit bien la difficulté, très souvent exprimée par les techniciens des offices du tourisme. Alors, je ne vais évidemment pas poser cette question à Michael Rescat pour ne pas le mettre en difficulté, et évidemment, vu son actualité, mais bon, à un moment, voilà,
J'aurais pu poser la question à François Gaillard, j'aurais pu poser la question à un directeur d'office du tourisme. Aujourd'hui, entre stratégie, Frédéric Porte, qui est ici avec nous de TIN, et plein d'autres, c'est pas facile aujourd'hui de parler de ces sujets. On sent bien qu'il y a une hystérisation. Beaucoup n'ont pas voulu venir sur cette table ronde. Et je vous remercie parce que vous n'êtes pas les rescapés, mais on devait être plus nombreux. Et il y a plein de gens qui m'ont dit non, je ne veux pas venir sur ce sujet parce que c'est un sujet casse-gueule et c'est un sujet qui irrite. Mais on voit bien, et la preuve en est, la salle est quasi pleine, que c'est un sujet qui est important. Donc je vais vous demander dans quelques instants une bonne idée pour réharmoniser un peu cette communication de la montagne. Mais auparavant, je vais donner la parole à la salle. Si vous voulez donner un point de vue, voilà, on est dans un espace de liberté. Et en tout cas, Pascal Barcella l'a voulu comme ça. Donc n'hésitez pas à la prendre. Merci beaucoup. Enchantée, Colline Dourne, je suis responsable Flocon Vert chez Mountain Riders. Donc le sujet me parle un peu. Moi, il y a deux choses qui m'ont interrogée. Vous disiez à un moment que la presse venait que l'hiver, du coup on les intéressait que l'hiver. Je me demande si c'est pas un peu le résultat de ces dizaines d'années sur lesquelles on communiquait beaucoup sur la montagne l'hiver et très peu sur le reste du temps. Donc ça ne m'étonne pas en fait que la presse vienne surtout l'hiver pour parler de ça. Et l'autre, c'était la partie, les 20% d'articles défavorables. À première vue, ça me choque pas tant. En fait, est-ce qu'on devrait avoir 100% d'articles favorables sur la montagne? Est-ce que ça ressemble vraiment à la réalité? Et est-ce que, quand il y a 100%, on parle de, je sais pas, ski uploading, ski positiving? Est-ce qu'on en parlerait comme ça s'il y avait 100% de positifs sur la montagne? Merci. Si je peux me permettre, je suis d'accord avec vous. Si avec des articles positifs, ce ne serait pas des articles, ce serait de la publicité achetée. Donc il y a le libre arbitre de chaque journaliste. Tout à l'heure, ce que je traduisais aussi, c'est qu'à un moment, quand le journaliste il vient avec des questions, et surtout avec les réponses préconçues, c'est ça qui peut être choquant. Qu'il fasse son article, qu'il soit positif ou négatif, c'est son travail. Par contre, quand il vient avec des questions déjà orientées, ça, c'est plus surprenant. Voilà. Moi, c'est un peu le bémol que je mettrais. Et puis, par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que les médias, ils ont leur marotte. Hein. Au mois de mai, ils veulent parler de tel sujet. C'est ce qu'ils appellent les marronniers dans la presse. Et le marronnier, ils ont décidé que l'hiver... Mais d'ailleurs, nous, en tant que communicants, on sait très bien qu'on ne va pas mettre de budget dans la presse après le 15 février. Parce qu'ils ne vont avoir aucun intérêt. Moi, un journaliste qui me demande à venir au mois de mars, je ne vois aucun intérêt de le recevoir, puisque je sais que c'est peut-être l'année d'après qu'il fera l'article. Alors si on le reçoit au mois de janvier, on a des chances de pouvoir transformer tout de suite et d'avoir des sujets qui vont sortir. Donc c'est pas nous, hein, parce que des fois on a été avec des infos très importantes sur des fins de saison comme ça, les journalistes se disent mais ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est eux qui décident. C'est-à-dire que c'est eux qui font l'affiche du journal, c'est eux qui font le rythme de la communication, et on voit même nos politiques aujourd'hui qui sont soumis. Les journalistes sortent un nouveau sujet, tiens, tout le monde politique va se mettre dessus. Ça retombe en presse, ben on passe au suivant. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle le rythme BFM. Alors, c'est le sapin qui se mord la queue, hein, c'est ce que vous dites à l'instant. Après, Alex Molin, une relation avec un journaliste ne peut pas se construire uniquement quand on en a besoin. C'est aussi répondre à ces questions quand il en a besoin et pas forcément quand ça vous arrange. Hein, je crois que c'est un peu le sujet aussi quand même. Sylvain Charlot. Oui, merci Sylvain Charlot à Tout France. Tout d'abord, félicitations pour cette table ronde et bravo aux intervenants. Je suis assez sensible à la question en fait, de changer le prisme aussi de la communication et je me demande si peut-être que l'enjeu, est-ce que c'est pas de garder le temps qui est précieux, qu'on passe en fait à réagir à des attaques, est-ce qu'on ne le garderait pas en fait à s'efforcer dans un collectif de communiquer justement sur tout ce qui est en train de se mettre en place. Voilà, j'ai été assez sensible aussi à l'intervention de Mickaël tout à l'heure. Peut-être qu'Atout France aussi a un rôle à jouer là-dedans. En tout cas, on est souvent, nous, à courir derrière les sollicitations médias plutôt qu'être en capacité d'anticipation. Et je pense que là, il y a peut-être un changement de paradigme et de posture complète à adopter. Et je pense qu'en fait, on est tous alignés sur les enjeux, sur la façon de communiquer. Et avant d'avoir la réponse, Mickaël, tu vas nous manquer. Bien, message passé. Alors, je crois qu'il y avait deux questions. Pardon? Oui? Alors, ouvrez votre micro, peut-être que vous l'avez éteint. Juste par Voilà, rapport allez-y. à le point de vue client, parce que c'est vrai que cette communication, et je rejoins complètement ce que disait Mickaël, il y a vraiment un déficit de communication, en particulier auprès de nous, les professionnels et les revendeurs.
parce qu'on est souvent dépassé en fait par la communication que nos clients reçoivent en direct. Et qui a un impact très fort. Moi, je reprendrai la semaine entre Noël et Nouvel An, où d'un coup, aux Pays-Bas, on m'a appelé, donc au niveau du siège, pour me dire on vient de voir des articles sortir comme quoi la moitié des stations de ski sont fermées en France. Je peux vous dire que ça a un impact quand même extrêmement dévastateur et à la minute. Nous, on va en ligne, hein, donc avec un circuit très court. Et ça a eu un impact immédiat sur les réservations parce que effectivement il y avait eu cette communication malheureuse à mon sens qui était sortie. Donc je pense qu'effectivement avoir quelque chose qui soit construit, qui soit anticipé et qu'on ne soit pas toujours en réaction par rapport à ce que nos clients entendent dans les médias. Et puis également une vision internationale de la communication, ça c'est un peu toujours ma marotte. Mais c'est vrai que la communication, elle ne se fait pas que pour la clientèle française. Donc, pensez toujours à l'internationaliser et faire passer les bons messages à l'international aussi. Voilà, donc les clients sont vraiment en attente de transparence. Et je suis tout à fait d'accord qu'on est dans une transition et qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. En tout cas, le client le demande, on l'a bien compris. C'est une des clés d'aujourd'hui. Le ski n'est pas parfait, le ski a un impact. Voilà il ce faut qu'on peut l'assumer. faire et il faut l'assumer. Allez, j'ai une question ici. Bonjour, je m'appelle Sandra Ferrari, je suis présidente du syndicat mixte des stations des Bauges. Et je voulais juste parler du vécu des petits territoires de montagne. Et ce dont nous souffrons, et je ne vais m'autoriser de parler que de ma propre expérience en tant qu'élue. Je suis très gênée dans ces débats sur les postures, comme vous l'avez tous dit. Ce qui me gêne beaucoup, c'est le binaire. Et effectivement, le fait que la spécificité des territoires et le fait que chaque territoire est différent n'est pas suffisamment pris en compte. En ce qui concerne mon territoire, les oppositions ont été extrêmement binaires. Il y a les gentils et les méchants. Et à partir du moment où on aménage le territoire, nous sommes dans la catégorie des méchants. Donc je vous passe les insultes, je vous passe les menaces directes que j'ai reçues par écrit, alors que nous sommes un tout petit territoire et que dans ce grand enjeu politique des gentils contre les méchants, on oublie les gens qui vivent là et les gens qui ont bâti toute une vie, qui élèvent leurs enfants grâce à leurs activités socio-économiques. Alors moi, j'ai vraiment envie de vous dire aujourd'hui que les enjeux doivent dépasser les enjeux politiques. Les territoires sont vivants et ils sont peuplés. Ils sont peuplés aussi d'humains, ils sont peuplés d'animaux et il faut que nous retrouvions de la mesure. Donc moi, j'interpelle Monsieur Maignan, puisque nous sommes issus du même village, cher Freddy, on se connaît bien. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que cette espèce de violence sous-jacente que nous ressentons parce que nous sommes mangés à la même sauce qu'il est aujourd'hui déontologiquement avec ce prêt-à-penser plaqué sur nous qui nous est appliqué alors que chez nous, il n'est pas applicable. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on remette du lien entre les gentils et les méchants et qu'on comprenne. Parce qu'un territoire, quand il prend une décision, ça rentre dans une logique. Moi, aujourd'hui, ma logique de développement de territoire dans ma petite commune de 853 habitants, je n'ai pas l'ingénierie et je suis la tranche de jambon entre la bien-pensance, entre ma volonté et la volonté des élus de terrain de faire avancer les choses et les injonctions, on va dire, juridiques et législatives. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut sortir de ce système et vraiment créer du travail sur le fond, pas sur la forme. Voilà, merci. Frédéric Maignan va répondre. Je partage complètement, mais vraiment. C'est-à-dire que le problème, et il faut avoir conscience quand même qu'au regard de la gravité de ce qui se passe, la perception de on va dans le mur quelque part et comment on commence dans certains endroits à être étranglé maintenant et on sent que ça va s'aggraver. Si on dézoome un petit peu et qu'on quitte la montagne, je ne vais pas vous faire un dessin sur ce qui se passe dans la société en termes de violence, c'est omniprésent. Ça risque d'être croissant. Ça fait partie de notre problème. Parce qu'il y a crispation, parce qu'il y a... Voilà. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut trouver des solutions, donc il faut travailler. Mais travailler, vous savez, dans notre histoire,
on a l'habitude de travailler souvent avec les gens avec lesquels on est d'accord. En gros, je caricature, on se l'était dit au moment des États généraux, les industriels, ils bossent entre industriels, les écolos, ils bossent entre écolos. Il y a un moment où il faut accepter de travailler ensemble, même en n'étant pas d'accord. Parce que c'est de lever les désaccords qui nous permettra d'avancer. Donc d'affronter les choses sur lesquelles. S'affronter verbalement, discuter, travailler, se contredire, oui. La violence, clairement, non. Et les crispations, non, parce que les crispations ne sont pas de nature constructive, quoi. C'est dans cet état d'esprit qu'on avait lancé les États généraux, et c'est dans cet état d'esprit qu'il faudra les renouveler, ce qu'on va envisager ensemble. Et juste, la continuité de ce que dit Freddy, c'est de se donner des méthodes. Parce qu'en fait, c'est bien de le dire. Je pense que là, OK, on est tous d'accord. Sauf qu'après, il faut y aller. Et en fait, travailler ensemble quand on n'est pas d'accord, si ça se fait sur un bout de comptoir, si ça se fait dans des cadres qui sont officieux, eh ben ça fonctionne pas toujours très bien. Et que du coup, il y a quand même des méthodes de faire ensemble qui existent aujourd'hui, donc on propose avec le Flocon Vert, mais il y a aussi d'autres choses qui existent. Et vraiment, ne nous empêchons pas de tenter de s'outiller et de créer des espaces dans lesquels la parole, elle est équilibrée, elle est accueillie, et de prendre soin du lien qu'on a entre nous, qu'on soit d'accord ou pas. C'est ce qu'on a entendu à l'instant. C'est vraiment important. Alors, Alex Molin, une question de Guillaume. Freddy, je vais te répéter ce que j'ai dit à Fiona quand on s'est vu à Paris chez Combini. J'ai été extrêmement choqué par j'étais extrêmement choqué par la communication que vous avez faite sur les réseaux sociaux en disant quand est-ce qu'on va travailler ensemble. Je tiens à te rappeler que nous, on a été vers vous pour vous proposer de travailler ensemble, qu'on a relancé une ou deux fois et que pour l'instant, vous attend toujours. Et qu'on est heureux, on serait heureux de pouvoir travailler ensemble. Oui, mais ça peut, on peut être là dans 3 ans, avoir la même invitation qui n'est pas prise et on repart en arrière. À un moment, je suis un peu d'accord avec Camille. Tous les 2 ans, on se voit ici. Et tous les 2 ans, on a l'impression qu'on fait la même table ronde. Le travail ensemble, sur quel précepte, pour quel livrable, pour quelles attentes. Guillaume. Oui, j'ai Guillaume Cromer, ID Tourisme. J'avais une question remarque. En fait, on parle de tous ces sujets et en fait, on subit quand même beaucoup de choses aujourd'hui par rapport à cette question-là. Comme tu parles, Cam, d'outils qui permettent justement en fait, de résoudre en fait, ces questions-là. C'est comment tu vas intégrer ces enjeux de développement durable à l'échelle de ton organisation, de ton office, de ta destination. Ça s'appelle la RSE, quoi. La responsabilité sociétale de l'organisation doit nous permettre de travailler avec les différentes parties prenantes de manière très claire. Et les parties prenantes, il y a aussi les médias, il y a RP, il y a les pros, il y a les relayeurs, il y a les socioprofessionnels sur le territoire. Et à un moment donné, c'est comment on fait ça vraiment et pas juste sur le petit bout de la lorgnette, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui est crucial. C'est à un moment donné comment on va intégrer réellement ça au cœur de la stratégie de l'organisation, du territoire et de l'entreprise pour faire en sorte que on ait les bons messages, on anticipe correctement les choses, etc. Donc en fait, ça existe bien, mais il faut juste le faire sérieusement à un moment donné et pas juste le faire vite fait, quoi. Ouais. Alors, moi, on approche de la fin et bien sûr, s'il y a d'autres questions, j'aimerais qu'on les pose. J'arrive, Sophie, dans 2 secondes. Moi, j'aimerais quand même vous interroger sur un sujet qui, à mon avis, est un sujet sous-jacent dont on ne parle pas, mais qui est peut-être à l'origine des choses. C'est quand même, à un moment, et on l'a vu sur clairement le dossier de la Clusa-Borgard, il y a une enquête publique sur ce projet d'aménagement donc pour cette route du Collinet. Alors, je ne suis pas exempt du sujet parce que j'ai travaillé sur ce sujet sur la première partie, je vous le dis de manière très directe. Et donc, en m'intéressant à ce sujet, j'ai regardé d'où venaient les critiques sur le projet. Assez peu du village de la Clusa, pas mal de la vallée de Thône et effectivement des gens qui critiquaient le projet venant de territoires tout aussi exotiques que pas français parce que venant parfois de très loin. Et on s'est rendu compte en écoutant, parce qu'il faut les écouter aussi, les avis des gens de la vallée, eh bien que ce sont aussi des gens qui disent à travers leurs commentaires « Non mais vous allez faire encore un aménagement alors que nous on n'a plus les moyens d'aller au ski. Vos forfaits de ski, nous désolé on habite au Villars-sur-Thône, on habite à Thône. Le tourisme, à part avoir des bagnoles qui montent et qui descendent le dimanche, nous, objectivement, ça ne sert pas à grand-chose. On le voit d'ailleurs sur la RN 90, lorsque le département est obligé de fermer les part et d'autre de cette voie qui va de Albertville à Moutier. Il y a des gens qui disent « Stop, on ne peut plus vivre dans ce territoire parce que non seulement on a l'impression d'en subir plus que d'y gagner, et en plus, quand on veut s'acheter un forfait de ski pour aller skier la journée, on n'a pas les moyens. » Il y a quand même ce débat de la cherté. Les
prix des remontées mécaniques, et c'est pas moi qui peux le juger parce que j'ai bien entendu l'appel des domaines skiables suite à l'explosion du coût de l'énergie cet hiver. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les efforts faits en direction des jeunes qui vivent à proximité, dans tous les territoires, il n'y a pas des forfaits scolaires pas chers. C'est pas vrai. Dans certains, il y en a, dans d'autres, il n'y en a pas. Et pour certains territoires, je pense aux Trois-Vallées, alors domaine skiable extraordinaire, je sais bien. Mais voilà, à un moment, je peux entendre que certains qui vont dans ces rangs de ski bashing sont des gens qui disent « Moi, je vis à côté d'un territoire que je ne peux plus profiter parce que je n'ai plus les moyens d'y accéder. » Est-ce que ce sujet-là, à un moment, peut être aussi traité dans ce cadre-là? Il sera nécessaire qu'il soit traité. Alors, dans beaucoup de territoires, dans la grande majorité des territoires, il y avait des forfaits spéciaux. Bon, c'est juste une erreur malheureusement qu'on faisait parce que juridiquement, on n'était pas dans les clous. Ça a été, la première commune à avoir été condamnée était Saint-Sorlin-d'Arves, que je connais bien, en 2000. Il y a eu le préfet Leclerc en Haute-Savoie qui a mis un coup de propre. Dernièrement, le préfet de Savoie a remis un coup de propre suite à un audit de la Cour régionale des comptes. Nous n'avons pas le droit de faire une discrimination tarifaire par la provenance, au sens des concessions, au sens du droit européen. Donc, malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Nous cherchons tous des solutions pour essayer d'avoir des offres. Mais si demain, on pouvait, oui, il est nécessaire. Oui, il est important. En Savoie, ça fait des années qu'on mettait en place le ski pour les élèves de 4e qui partaient 5 jours ou 5 jours au ski dans leur cursus pour apprendre, pour connaître, et peut-être pour certains dont les parents n'étaient pas skieurs, pour découvrir ça. Dernièrement, un collège de la Tour du Pin, où j'ai grandi une partie de ma jeunesse, est parti en classe de neige. Il y avait 80% des élèves qui n'avaient jamais été au ski. Alors qu'à la Tour du Pin, avant, on allait à Saint-Pierre-Chartreuse. Donc, il y a un problème du coût du forfait de ski, même si on est le moins cher, pas à la même taille de domaine skiable dans le monde. Mais oui, on a un problème comme toute activité économique et il faudrait qu'on trouve des solutions pour permettre aux locaux, aux jeunes, aux gens du territoire d'avoir un accès privilégié. Malheureusement, aujourd'hui, juridiquement, c'est impossible. Tristement. Une question de Sophie. Oui, bonjour, Sophie Mérindol. J'ai une question un peu différente, plus en lien avec la communication à proprement parler, puisqu'effectivement, c'est le sujet. Je sais qu'il y a des enquêtes qui sont faites régulièrement sur les intentions des uns et des autres en termes de comportement, donc quel type de vacances ils ont l'intention de prendre, et si les éléments de langage du ski bashing, ma question c'est celle-là, est-ce que les éléments de langage du ski bashing influencent les intentions de prise de vacances à la montagne et de quelle manière? Je sais qu'il y a une enquête qui a été faite il y a 4 ou 5 ans que j'ai retrouvée, qui abordait ce sujet et on demandait effectivement si les gens avaient l'intention de changer leur comportement. Alors, Michael Rescat, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on voit bouger en fait ce type d'enquête qui j'imagine est fait de manière récurrente? Eh bien, étonnamment, sur la notion justement de l'influence que peut avoir aujourd'hui ce type de communication sur la perception de nos clients, on ne l'a jamais fait. Donc on est justement, et alors pour rien cacher, on n'était pas forcément décidé à la communiquer, mais on a anticipé ce sujet cet hiver pour lancer ce type d'études, pour voir justement, tout comme, je fais le parallèle rapidement, on s'intéresse souvent effectivement au chiffre d'affaires de la saison en tant que telle. Moi je suis assez intéressé de savoir si les gens qui sont venus un samedi dans tel ou tel massif où on leur a annoncé en sortant du bus, de la voiture, que le domaine skiable était fermé ou que la station n'avait pas de neige, je suis curieux de savoir si ces gens-là vont revenir chez nous et à quel moment voilà, le curseur est mis. Donc ça, c'est des questions qu'on s'est posées avec l'évolution des tendances et qu'on va pouvoir livrer à partir de l'hiver prochain. Mais il faut un premier, le premier, ça a été cet hiver. Je veux juste préciser, donc, oui, effectivement, donc ça va être l'enquête zéro. Et donc, il y a des enquêtes, par contre, qui ont été faites sur toujours les intentions au regard des actions que mène ou que ne mène pas la montagne en matière d'actions vertueuses. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, aller au ski, c'est encore un comportement touristique acceptable? Et donc, oui, je continue d'y aller parce que, ou bien non, j'y allais, mais je vais changer mon comportement, je n'y vais plus. Je ne parle pas du montagne bashing, mais plutôt de cette sensibilité verte. Alors, on va laisser répondre, on va accélérer un peu les questions parce qu'on arrive à la fin de la table ronde. Même chose, Mme Ferrari, faites court. Voilà. Mais on laisse répondre à la question de Sophie. Bon. Alors, je réponds simplement pour dire que la plupart des gens qui viennent faire du ski, je n'ai pas donné des chiffres, je ne les ai pas en tête, mais globalement, c'est des gens qui sont en phase avec l'activité.
Donc, je veux dire, le fait de questionner nos clients pour savoir si effectivement ils sont sensibles à l'écologie, la réponse est oui. Ensuite, sur la pratique du ski ou sur la manière dont on espère que la montagne peut être plus vertueuse, la réponse est oui, on espère. Est-ce que pour autant ça impacte leur sensibilité si on ne fait pas ou si on fait moins bien? A priori, non. C'est-à-dire que les gens viennent dans nos massifs parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de se retrouver en montagne, etc. Donc c'est là où il y a une vraie, des fois, et on a des sujets avec Alexandre, des fois de méthodo, mais c'est là où on retrouve la question, est-ce qu'on interroge les Français sur la perception du ski, etc. Est-ce qu'on interroge nos clients? Et là, on voit qu'il y a des gaps, évidemment, très, très différents. Alors moi, pardon, excusez-moi, j'ai une autre question, puisque moi je représente la FECLA. La FECLA, la Clusa, nous avons été mangés à la même sauce, or nous n'avons pas le même profil. Donc en ce qui concerne l'argent, ma question elle est simple. Est-ce que nous allons être capables de gérer les choses avec un peu de hauteur au lieu de tout saucissonner en analytique? Quand on met le feu à un de mes téléportés, et où j'ai une addition à la fin pour remettre en état, pour avoir l'espoir de faire les vacances de février, que mes familles puissent vivre, et que j'ai une addition de 690 000 €, on peut parler du prix des forfaits. Par contre, si on est logique, il faut également que nous soyons cohérents. Si nous sommes cohérents dans le raisonnement, et c'est vraiment le maillon qu'il me manque, donc comment remettre de la cohérence dans tout ça? Si on ne veut pas l'augmentation de mes prix du forfait, il ne faut pas prendre l'économie qui ruisselle du travail de mes agents. On ne peut pas dire on prend les ressources, mais on dénonce la cause de la ressource. La logique et la cohérence, ce sont les deux pieds d'une réflexion admissible, acceptable pour nous. Comment vous pouvez nous proposer ça? Les tables rondes doivent être suivies d'engagement, de rendez-vous. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de nous donner des rendez-vous de travail? Vous posez la question à qui? À tout le monde. À tout le monde. Bon, alors qui veut répondre à Madame Ferrari? Parler de méthodologie. Camille, elle est toujours d'accord au rendez-vous, Camille. Oui, parce que pour le coup, il y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas de maîtrise et on en a conscience. Pour autant, être sur le terrain et accompagner les acteurs, c'est notre job. Du coup, rendez-vous qui peut être pris là, à la sortie, et pour voir comment, en tout cas nous, avec notre méthodo Flocon Vert, on peut vous aider. Mais voilà, je crois qu'il y a déjà des choses dans le pipe du côté de votre territoire et des Bauges. Donc, on continue. Moi, j'ai une toute dernière question pour Freddy Maignan, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette conclusion. Et en tout cas, en vous remerciant une nouvelle fois d'avoir accepté cette table ronde. Vous êtes très nombreux, on vous en remercie. Freddy Maignan, plusieurs associations se sont réjouies, alors non pas du Covid, mais de voir une montagne sans activité, dans lequel, pour certains privilégiés, on a sorti les skis de rando pour monter en montagne, et puis on a trouvé formidable de ne pas avoir des remontées mécaniques qui tournent. On a trouvé formidable de ne pas avoir du bruit, de retrouver les oiseaux. En fait, on s'est rendu compte que cette période a été une véritable catastrophe, parce que nos clients sont allés n'importe où, parce qu'en montagne, l'hiver, on sait les flécher dans des usages, mais quand ils partent déranger des oiseaux, quand ils partent faire de la luge n'importe où, lorsqu'ils vont déranger donc des animaux qui sont au pire moment, qui ont besoin effectivement de se reposer pour l'hiver, je trouve quand même que les associations militantes, et j'ai posé des questions un peu dures à la montagne aménagée, je la porte aussi pour vous, je trouve que franchement, c'est pas très responsable d'avoir idéalisé cette montagne fermée. Parce que cette montagne, on l'a bien vu, sans l'homme, elle ne marche pas. Cette montagne où il n'y a pas d'aménagement, cette montagne où l'homme n'est pas guidé vers quelque chose, la montagne livrée elle-même, ça ne marche pas. Est-ce que vous n'avez pas un peu une part de responsabilité? Vous voulez nous idéaliser de temps en temps une montagne qui objectivement n'est pas la vraie? Franchement. Je trouve que c'est une bonne question. Et donc votre réponse? Attendez, mais j'ai dit deux mots. Je pense que dans le travail dont on parle depuis tout à l'heure, méthodologie, sur les projets, sur comment on travaille avec les désaccords, je ne reviens pas sur tout ce qu'on a dit. Je pense que cette dimension-là, il faut qu'on la prenne aussi. C'est-à-dire que si on se projette dans les 10 ou 20 ans qui viennent, je pense que personne ne dit qu'il faut arrêter. Il y a l'accident Covid. Non, enfin bon, peut-être. Allez, c'est pas nous autour de la table en tout cas. Donc, c'est pas le débat. Dans votre association, vous n'êtes pas tout à fait tous la même position. Hein. Vous êtes, mais dans votre association, certains, j'ai lu les posts, disaient oui, formidable, il faut revenir à ça. Non. Enfin, non. Je connais mon association. Si, je suis pas le seul à le penser. Si. Attendez, on est là quand même pour dire les choses, sinon ça sert à rien. Non, mais on va pas. Moi, par contre, ce que je dis et qui est à mon avis extrêmement important, c'est que si on se projette dans un avenir proche, il peut y avoir une très belle rencontre
entre les professionnels de la montagne et les attentes de la population. Parce que la montagne est attractive. Elle est attractive. Les gens qui veulent y habiter, on voit au prix des loyers. Elle est attractive à toute saison. Donc, cette attractivité, elle est pour une part pour des activités sportives, quelles qu'elles soient, mais pas que. Mais pas que. Et là se pose la question, effectivement, qu'on a rencontrée pendant le Covid. Ça pose une question un peu compliquée d'un point de vue des finances publiques et des finances tout court. Oh ben, mais pour tout le monde. Hein. Un peu compliqué dans le sens où on est habitué, nous, à investir y compris pour les élus dans les communes. On investit dans quelque chose qui matérialise, qui se voit, quoi, qui est en gros de l'aménagement. Et si on se posait dans nos réflexions à venir, le fait d'investir dans les savoir-faire humains. Moi, à Frédières, là où je suis en bout de route avec mon restaurant. Et ben là, je sens qu'il y a besoin qu'il y ait des bergers, qu'il y ait des fromagers, qu'il y ait des gardiens de refuge, qu'il y ait des professionnels, des astronomes, des poètes, des écrivains, qui permettent de faire franchir le pas de la zone de là où les hommes habitent à la zone là où les... Mais alors, tous ces gens travailleront s'il y a des touristes qui vont les voir, sinon ils ne resteront pas en montagne, ces gens. Mais attendez, ils ne resteront pas. Est-ce que si le besoin de la population, c'est de se reconnecter d'un point de vue philosophique, à qui nous sommes sur Terre. C'est-à-dire qu'on arrête de penser qu'on est dominant, on est des extraterrestres. Donc comment on fait partie de cette vie terrestre? C'est fondamental, hein, parce que notre vie économique est importante. Il faut terminer. Le problème, c'est qu'elle n'est pas compatible avec la vie terrestre. Donc il faut la changer. Les montagnes sont des territoires en or. En or parce que c'est les seuls territoires en Europe où on peut faire cette expérience. Donc pour moi, et je finis là-dessus, l'investissement humain sur ceux qui habitent et qui sont passionnés en montagne, que ça soit dans les stations, que ça soit dans les villages, que ça soit dans les bouts de route, peut-être que c'est une piste à travailler, peut-être que c'est une piste d'avenir en termes d'emploi et en termes de relations riches à la montagne dans ces atouts spécifiques. Merci Freddy Maignan. Le mot de la fin, Savoie-Mont-Blanc qui a fait donc préparer cette petite étude. Bon, on voit bien, il y a des envies quand même de communication croisée. On voit que Camille était un peu crispée tout à l'heure, mais elle a retrouvé son sourire à la fin de la table ronde parce qu'elle y croit toujours à essayer de faire le lien entre les territoires. Mais voilà, c'est vrai qu'on a du mal à sortir à ce monde binaire et que quand on va tous repartir, on va repartir avec nos réseaux sociaux. On va dire oui, mais lui, il n'a pas été bien, elle a été bien. On a du mal à sortir de cette position, on le voit bien. Hein. On le voit bien, on le voit depuis des années. Donc on avance malgré tout. Je crois qu'il faut quand même rester sur une note positive. Oui, c'est pas parfait, c'est ce qu'on disait. Oui, bien sûr qu'on peut aller vers du mieux. Moi, je voudrais juste insister, peut-être, on connaît un peu l'actualité, donc je vais pas avoir l'occasion toujours de reprendre le micro, mais l'idée, c'est quand même de jouer collectif sur des sujets qui sont des sujets de fond. On parlait de méthodo. Est-ce qu'on est capable de s'aligner sur une méthodo? J'espère, est-ce possible? Il faudrait quand même tester. Et puis j'aimerais aussi alerter sur ce qui se passe dans le monde. On est quand même un peu consanguin dans la montagne. On se regarde beaucoup, on s'observe, et le voisin et de son taux d'occupation. Oui, mais alors lui, le dimanche, ok. Mais si on regarde macro, si on va au Canada, si on va au Québec, si on va en Nouvelle-Zélande, si on va en Islande en ce moment, il parle d'un tourist score. Le Nutri-Score, EcoWatt, ça parle à tout le monde. Si demain, nos stations sont fléchées par un côté législatif pour dire si vous allez à tel endroit, vous êtes en E, si vous allez à tel endroit, vous êtes en B, voilà. Et ben on montera au créneau, on ira gueuler, oui, mais c'est inadmissible, etc. C'est ce que vise Dominique Thillot, il a expliqué hier. Hein. Et encore une fois, on est dans la surréaction, on n'anticipe pas, on a une intelligence collective de dingue, on pourrait proposer des choses, on pourrait faire du lobbying, on pourrait avoir des avocats à Bruxelles, on pourrait piloter des structures à un moment donné qui sont un tout petit peu en dehors de est-ce que je vais réussir la saison ou pas, et est-ce que je vais changer le 4-4 ou pas au mois d'avril. Parfait, merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse très fort l'ensemble des intervenants qui ont eu le courage de venir. Je le rappelle, tous n'ont pas accepté. Merci beaucoup Cécile, merci Alexandre, merci Camille, merci Freddy.